On se retrouve en ce début d'après-midi pour poursuivre le cours commencé ce matin. Alors, on sera sur une dynamique différente. Ce matin, j'ai souhaité que les choses soient interactives. J'ai souhaité que vous preniez vraiment le temps de réfléchir les mots, les termes qui constituent le travail autour de la mise en place d'activités de médiation éducative. Il y a des termes par exemple comme médiation que je n'ai pas encore abordé. On pourra en parler ensemble lorsqu'on fera un débriefing bilan en fin de journée. Euh, mais également on en parlera plus amplement et de façon plus détaillée lorsqu'on se verra pendant 2 jours. L'idée de cette première journée, c'est commencer à dégrossir un petit peu les choses et de poser un petit peu voilà, certains points fondamentaux qui seront nécessaires pour vous ensuite vous les approprier et mettre en place dans le cadre de votre formation des activités éducatives concrètes, puisque comme je vous l'ai dit en introduction de ce cours, vous serez appelé sur la dernière journée, on vous sera invité à mettre en place pour vos collègues une activité, et bien sûr je serai là pour vous accompagner dans cette démarche. Alors l'activité éducative passe forcément dans tout établissement, puisque c'est la loi et on ne peut pas faire autrement, par un projet éducatif. Projet que vous aurez à mettre en place et à défendre lors de votre certification. Donc on va revenir un petit peu sur ce qu'est un projet. Alors peut-être vous avez déjà des notions, des représentations de ça. Selon Jean-Pierre Boutinet, chaque homme pour vivre a besoin d'un projet qui le porte en avant et donne une dimension à son existence. Il en découle une absence de futur, le vide et l'inquiétude. Alors, le projet est ici présenté comme une nécessité vitale. On ne peut pas faire autrement si on ne se projette pas. Eh bien, c'est là que les ennuis un petit peu commencent. Excusez-moi, j'ai avancé trop vite. C'est là où la personne est à l'arrêt. Puisque, et on le voit dans certains établissements, des personnes tout simplement attendent au jour le jour que ça se passe. Et là, c'est là où ça doit nous inquiéter. C'est-à-dire qu'une personne qui attend et qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de souhait, ne parvient plus à se projeter, eh bien le risque, ben, c'est que la déprime, voire le désespoir s'installe. Et c'est à vous, justement, AES, d'assurer cette vigilance, de maintenir les personnes en vie, c'est-à-dire dans des notions de projet. Voilà, pour qu'elles puissent se projeter. Alors le projet. La notion de projet est très présente dans le courant éducatif, c'est ce que je vous disais. En effet, on parle de projet associatif, d'établissement, de groupe, d'activités, de projets individualisés. Et là, bah, justement, vous aurez un projet d'activité à mettre en place. Alors c'est une notion soulignée par la loi 2002 hein, qui lui accorde une large voilà, place, qui donne obligation pour chaque établissement d'avoir un projet. Alors moi ce que je vous invite, et j'invite à chaque fois les personnes, c'est d'aller un petit peu questionner le projet de l'établissement d'un point de vue éducatif. C'est-à-dire quel est le projet de votre établissement, quel est le projet de votre unité, de votre service, et merci par avance de vérifier dans l'intérêt des résidents la question des activités éducatives. C'est-à-dire dans bien des endroits, je découvre qu'il y a dans le projet de service, par exemple, il est indiqué qu'il faut mettre en place des activités éducatives. Je pense notamment à certaines MEX, par exemple, qui accueillent des enfants, voilà, dans le cadre de la protection de l'enfance. Et en fait, concrètement, on voit que sur le terrain, les professionnels ou l'établissement ne soutient pas ou n'aide pas ou ne permet pas la mise en place de telles activités. Et pourtant, on sait combien ces enfants qui sont placés en termes de protection ici, dans ces établissements, doivent avoir des espaces d'expression.
Parce que si ils sont pas bien à l'extérieur, c'est justement qu'on est censé les protéger et qu'ils puissent un petit peu travailler sur ces souffrances qui les hantent, qui les tourmentent. Donc là, c'est indispensable. Chaque établissement doit avoir des activités éducatives. C'est la base du travail éducatif. On ne peut pas faire autrement. Souvent, les gens sont embarqués dans un quotidien qui les vide, qui les absorbe complètement, et ils ne voient plus vraiment, parfois même le sens de leur travail. Et le sens, eh bien, justement, c'est de proposer des activités éducatives qui vont permettre aux personnes de sortir d'elles-mêmes, qui vont permettre aux personnes de sortir des choses douloureuses, compliquées, mais aussi de faire émerger des projets de vie. Alors tout ça dans le cadre du PPI, enfin, il y a différents termes pour le projet individualisé, projet personnel, ça dépend des établissements, mais le projet de la personne. Voilà. Donc allez vérifier dans vos établissements ce qu'il en est du projet en termes d'activité éducative. Vous allez peut-être être surpris, puisque s'il est indiqué qu'il faut mettre en place des activités éducatives, eh bien il faut les mettre, puisque l'État, nous, citoyens, tous ensemble, nous donnons de l'argent pour ces activités éducatives soient mises en place avec les personnes en difficulté. Voilà. Alors, comme vous savez, je commence à découvrir, j'aime bien le latin. Donc le latin projectum signifie jeter quelque chose vers l'avant. Alors, ce qui caractérise le projet, c'est le fait de se projeter dans un futur proche. Hein. Vous, certainement, vous avez également des projets pour ce week-end, vous avez des projets pour les vacances, vous avez un projet de formation voilà, qui commence et que vous souhaitez accomplir, vous avez peut-être des perspectives d'emploi futures, et d'un point de vue personnel, un tas de choses. Si c'est ça qui tient la vie, ce sont les projets, la capacité à se projeter vers l'avant. Voilà. Donc il faut bien prendre compte que Projectum, c'est ça, c'est projet, c'est pas juste un papier, c'est aussi une nécessité vitale. Et c'est aussi la recherche à un problème posé. Voilà. Donc, puisque je pars du principe que tout problème contient une solution. C'est même l'intérêt du problème. Si nous n'avions pas de problème à résoudre, je pense qu'on s'ennuierait ferme. Et c'est le travail de l'éducateur, c'est le travail de l'AES, c'est le travail de tous les professionnels engagés dans ce secteur, c'est de développer une pensée créative avec un but, penser l'impossible, c'est-à-dire là où est le problème, là où ça bute, c'est là justement où il faut mettre le doigt. Et c'est à vous, justement, de trouver la faille, la possibilité. J'ai envie de dire, on est payé pour ça. On est missionné pour ça, c'est pour ça qu'on se forme, c'est pour changer concrètement les choses. Alors, on continue. Alors, Jean-Marie Barbier nous dit, le projet, ce n'est pas la simple représentation du futur, de l'avenir, du possible, d'une idée, c'est un futur à faire, un avenir à concrétiser, impossible à transformer en acte. Donc là, c'est aussi, vous savez, il y a les gens qui disent qu'il faut faire, on aimerait bien, voilà, oui, on va s'engager. Alors, vous savez, en Picardie, on dit il y a chez Feuzeux, il y a chez Diseux, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais chez Feuzeux, c'est chez Diseux, c'est ceux qui disent, qui parlent, blablabla. C'est bien, ok, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Vous en connaissez certainement, pas seulement dans le travail, partout. Et après, il y a chez Feuzeux, c'est-à-dire ceux qui passent à l'acte. Et passer à l'acte, c'est du travail, c'est un engagement, ça mobilise, ça se fait pas comme ça, c'est pas si facile. Donc, il faut faire passer à l'acte. Alors, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, le lien qui peut être fait entre le dire et le faire, entre la pensée et la représentation, l'anticipation et l'action, jusqu'à la réalisation, parce que beaucoup de projets, malheureusement, s'arrêtent presque au début de leur conception, puisqu'on se rend compte que, oui, on nous dit il faut écrire un projet, oh là là, c'est compliqué, et on se met plein de barrières, mais c'est justement la réalisation de ce projet qui va donner envie aux professionnels d'aller certainement plus loin. Alors, le projet est donc ce qu'on propose de faire en répondant à ces questionnements fondamentaux. Pourquoi on le fait? Alors déjà, on va le voir, c'est très important, c'est-à-dire
on reviendra un petit peu sur les objectifs, mais c'est toujours la question du sens et comment on va le faire et pour qui. Alors comment le faire, c'est comment on va procéder et pour qui, eh bien sûr, c'est pour le public que vous accompagnez. Là, c'est fondamental aussi, c'est on travaille toujours à partir du public qu'on accompagne. Alors Joseph Roussel, qui est un formateur, éducateur, psychanalyste, nous dit: au départ de tout projet, il y a la mise en évidence d'une situation sur laquelle l'on veut agir, soit un dysfonctionnement, soit une nécessité nouvelle. C'est ce que je parlais en termes de problème, donc le dysfonctionnement, mais ça peut être aussi le besoin, c'est-à-dire quel besoin vous avez repéré. Donc c'est ce qu'on appelle la nécessité nouvelle. Parfois une personne est engagée dans un travail, elle va mieux, eh bien il faut réévaluer le projet, son projet personnel et notamment peut-être en termes d'activité, sinon à un moment on stagne. Enfin, vous avez déjà eu l'impression de stagner parfois quand vous étiez vous-même impliqué dans un processus soit de formation, soit d'une activité tout simplement de loisir, et vous avez l'impression que ça tourne en rond. Eh bien c'est pareil pour les personnes, c'est-à-dire elles vont peut-être pas être capacité de le dire comme vous pourriez le dire, mais ça va se produire. Et ça veut dire qu'il y a une lassitude, il y a une perte du sens. Donc d'où l'importance toujours de se rappeler que il faut tout le temps être vigilant sur justement la dynamique, le sens et voir où on est la personne, où on est le groupe qu'on accompagne. Alors, le professionnel qui participe au développement des personnes accompagnées doit réunir les conditions pour qu'elles ci puissent dépasser les difficultés auxquelles elles sont confrontées tout en développant et valorisant leur potentialité. Là, c'est vraiment, là on est sur le terme d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'apprentissage, c'est développer s'autoriser soi-même à développer des nouvelles compétences. C'est-à-dire les apprentissages, on ne peut pas les bourrer dans notre crâne ou dans notre corps. C'est-à-dire qu'il faut susciter le désir de la personne, il faut susciter son intérêt. Et c'est là, justement, que vous devez travailler, et vous devez être, comme je dis toujours, entre guillemets, rusé, c'est-à-dire qu'il va falloir, mais ça c'est de la bonne ruse, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un petit peu là où il faut un petit peu, comme je disais tout à l'heure, appuyer, là où justement il y a quelque chose, mais ça peut être une parole qui nous a été dite, ça peut être quelque chose qu'on a observé, quelque chose qu'on a entendu, et on rebondit. Ça c'est l'art de rebondir sans cesse dans le lien, dans la relation avec la personne. Alors bien sûr, l'idée c'est toujours de valoriser les potentialités. Vous remarquerez que je parle de potentialité et pas de difficulté. Je parlerai de potentialité, de capacité. Comme je vous dis, les difficultés, pour moi, ce sont des potentialités à développer. Il faut vraiment changer, renverser les choses dans votre esprit. Vous n'êtes pas là pour régler des difficultés, vous êtes là pour développer des potentialités. Voilà. C'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, et même si les personnes pensent que ce n'est pas possible, eh bien c'est à vous, c'est votre défi, c'est votre mission. Par exemple, hier j'étais dans un établissement et on me dit avec des professionnels en formation continue, et l'une d'entre elles me dit, ben voilà, je suis avec une personne de 34 ans et elle a eu un problème cérébral à l'âge de 6 ans, une maladie, et elle n'a plus de capacité d'apprendre. D'accord, je l'écoute, je lui pose des questions, et je lui dis donc ça veut dire que depuis qu'elle est l'âge de 6 ans, elle n'a absolument pas évolué. Elle me dit, mais si, pire, elle a régressé, mais encore qu'elle est quand même assez maligne et elle peut trouver des solutions quand ça l'arrange. Alors, là, tout avait été dit. C'est-à-dire que là où le diagnostic dit que c'est figé, c'est condamné, c'est plus rien, voilà, on ne peut plus avancer, eh bien, en posant des questions au fur et à mesure à cette professionnelle, on découvre avec le groupe, mais elle-même se rend compte qu'elle est en train de dire que la personne, au final, elle a des capacités. Et puis quand elle parle de maline, elle est maline, eh bien maline, ça veut dire qu'elle est en capacité créative de trouver des solutions. Alors parfois pour contourner des choses qui l'embêtent, souvent, mais ça veut dire que du coup, on peut travailler avec elle. On peut partir de ça.
Et vous voyez, c'est aussi ça, c'est des fois on se dit: «Bah, voilà, bah, c'est écrit sur le papier, c'est réglé, il y a plus rien à travailler». Eh bien, moi je vous dis, il y a toujours quelque chose à faire et c'est pour ça que je suis éducateur. Alors concevoir un projet, c'est poser les objectifs que l'on veut atteindre et réfléchir aux moyens que l'on doit mettre en œuvre pour que la réalisation soit au plus près des intentions, des orientations et des besoins des personnes bénéficiaires, toujours au cœur. Donc on parlera d'objectifs, de moyens, je reviendrai là-dessus après, parce que souvent on a tendance à placer les moyens avant les objectifs, c'est-à-dire combien ça va coûter, on va pas me donner les sous. Alors ça vient dans un second temps, hein. C'est d'abord qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les pistes de travail? Là, c'est là où on dégage les objectifs. Donc attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, objectif moyen, ben, je viens d'en parler, c'est deux mots qu'on verra après qui sont très importants. Alors, mais avant de se lancer dans la rédaction d'un projet, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des éléments repérés sur le terrain, de s'appuyer sur des valeurs portées par l'institution, d'où l'importance d'aller voir dans les projets, ainsi que les exigences et orientations institutionnelles, le projet d'établissement, le projet de service, voilà. Toujours partir de l'existant. Vous avez autour de vous des textes, des gens qui ont pensé, voilà, des objectifs. Donc, allez vous appuyer sur ces perspectives, ces orientations. Alors, bien sûr, tout ça, c'est indispensable parce que l'idée, c'est de donner du sens à l'activité, au projet que vous êtes amené à concevoir. Alors, pour donner du sens à ces projets, bah, il y a différentes méthodes, puisqu'on était dans les méthodes sur ce cours. Et moi, je vais revenir encore sur Joseph Roussel. Il nous a proposé dans le travail d'éducateur spécialisé éthique et pratique une méthodologie du projet. Il n'y expose pas une grille type, mais s'attache davantage à mettre en évidence une série de questions à la fois simples et essentielles auxquelles il est important de répondre afin de pouvoir construire un projet. Alors, souvent on se dit, mais oh là, comment je vais faire mon projet? On s'embarque, tout ça. D'abord, un projet, c'est ça part de questionnement. Ça part de questionnement. Donc, comme je vous dis, des problèmes ou des besoins repérés. Et là, on se pose la question, comment je vais pouvoir m'y prendre? Est-ce qu'il y aurait éventuellement des idées qui pourraient émerger, se dégager? Alors bien sûr, on en a seul, on peut en discuter avec les collègues, on peut en discuter en équipe. L'idée, ça serait que ce serait formidable que tout le monde puisse avoir des idées, des propositions. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté, c'est définitif. C'est l'importance de discuter, ça c'est ensemble, et de donner du sens à ce que l'on fait. C'est une étape fondamentale, hein. Parfois, les gens, voilà, ils ont peur de prendre la parole parce qu'ils pensent qu'ils vont être jugés, etc. Et alors là, c'est les problèmes interindividuels entre professionnels, mais n'oubliez pas que l'intérêt d'abord de votre mission, de votre travail, ce sont les personnes, les personnes. Ça, c'est toujours. N'oubliez pas non plus, ça, je le dis et je le répète à chaque fois, lorsque vous travaillez dans un établissement, par exemple un internat, une résidence, un foyer de vie, vous êtes chez les personnes. D'accord? Les personnes sont chez elles. C'est leur lieu de résidence. Vous passez. Il ne faut pas inverser les choses. C'est pas les personnes qui sont en plus voilà, des professionnels. Non, non, c'est d'abord les personnes sont là et les professionnels passent, donc voilà, se complètent en équipe sur un emploi du temps pour les prendre en charge, les accompagner le mieux possible dans l'intérêt du développement de ces personnes. Alors la première question qu'on peut se poser, moi ce que je vous invite, c'est que si vous avez un projet à écrire, c'est commencer par ces questions, tout simplement. Vous voyez, c'est d'abord qui? Alors qui? Bah, c'est le porteur du projet ou les porteurs du projet, donc c'est vous. Vous voyez, là c'est pas plus compliqué, mais encore, est-ce que vous travaillez seul, avec quelqu'un, etc. Ça, c'est des choses un petit peu à définir. Alors quoi? Eh bien ça c'est un petit peu le titre que vous donnez à votre projet. Parce que c'est important un titre même s'il est provisoire, euh, l'idée c'est que comme un être humain, le projet il doit porter un nom, être repéré et faire sens assez rapidement. C'est-à-dire,
Si voilà, je dis projet cuisine, voilà, bon déjà ça me donne une indication. Si je dis projet pâtisserie, bon bah en plus là ça me donne une indication supplémentaire. Et ainsi on peut aussi faire des noms un petit peu évocateurs. Voilà, ça peut être par exemple l'atelier délices d'essence. Alors, bah, c'est-à-dire que là, on va travailler avec les personnes autour de la sensorialité, mais déjà on l'indique dans le titre, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose, je suis mine de rien, qu'il faut affiner, et bah, c'est le nom que porte votre activité. Alors ensuite, on va être sur quel constat. Alors on verra après, on reviendra sur les observations, mais la question du constat, c'est pourquoi vous mettez en place ce projet, la mise en évidence de situation sur laquelle on veut agir, un dysfonctionnement, c'est ce que je disais, une nécessité nouvelle, avec l'idée qu'on fait toujours un projet à partir de choses observées, vécues, repérées. Voilà. C'est pas parce que, comme je disais tout à l'heure, vous aimez bien faire de la course à pied ou du tricot que tout le monde aime ça. Voilà. C'est parce que vous aimez bien faire des maquettes que vous allez... voilà. Même si vous êtes passionné, c'est extraordinaire, c'est génial, mais est-ce que ça a un intérêt tout simplement dans le travail que vous allez faire avec les personnes? Alors, pour qui? Bah, ce sont les bénéficiaires, les résidents, la population, le groupe, la personne. Le projet peut s'adresser aussi bien à une personne qu'à un groupe, plus ou moins large. Alors, il s'agit de repérer, comme je disais, les potentialités des personnes. Ça, c'est très important. Puis aussi, réfléchir un petit peu bah, à leur histoire, à leur pathologie, à leurs limitations. Voilà. Alors, ensuite, on en vient sur un point important, c'est pourquoi faire. Il y a deux, hein, il y a le pourquoi, alors pourquoi faire, ce sont les objectifs opérationnels, hein, c'est-à-dire, on verra, c'est les objectifs concrets. Qu'est-ce qu'on vise à travers ça, euh, concrètement. Bon, je reviendrai après, je vous ferai faire un petit exercice. Pourquoi ce sont les objectifs plus larges, donc ce qu'on appelle les objectifs généraux. On reviendra dessus après également. Avec qui? Alors, dans un projet, vous n'êtes pas tout seul, il y a des collègues, mais il y a aussi la notion de partenariat, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec un artiste, avec une association extérieure. Je pense parfois à des professionnels qui font venir des associations, des personnes qui travaillent autour de la médiation animale dans l'établissement, puisque bon, hélas, j'ai envie de dire, il n'y a pas assez d'animaux dans l'établissement. Je trouve qu'un poulailler, je trouve qu'un des animaux, ça peut vraiment donner du sens, une activité au quotidien aux personnes, et c'est très important. Mais beaucoup d'établissements qui viennent qui demande à des professionnels extérieurs d'intervenir. Voilà. Donc là, c'est nouer un partenariat. Comment ça s'organise, comment ça se négocie, comment ça se vit aussi tout simplement avec la personne. Alors, comment on s'y prend? Là, c'est la question un petit peu des moyens, hein. C'est la question souvent qu'on prend d'abord en premier. C'est-à-dire, j'ai pas de local, j'ai pas le temps. Bon, mais ça, c'est après, hein. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas, c'est après coup qu'on réfléchit à ça. C'est-à-dire que si on commence par ça, on va se mettre des empêchements, des freins, des excuses aussi, et ça ne sera pas possible. Or, le pas possible, pour moi, je ne parviens pas à l'entendre. Hein, comme je vous dis, moi, c'est penser l'impossible. C'est ce qui me motive et ce que j'ai vraiment envie de vous faire entendre aujourd'hui, à travers ce cours. Alors, quand sa prochaine étape, c'est les délais, les échéances. C'est très important de repérer une activité éducative dans le temps, quand c'est possible. Comme je disais tout à l'heure, une activité éducative, ça ne s'improvise pas au dernier moment. Une activité éducative, ça se prévoit, et surtout pour les personnes, savoir que à telle heure, tel jour, il y a telle activité, et l'autre jour, à telle heure, il y a ça, eh bien, ce sont des repères fondamentaux, parce qu'en fait, c'est des repères de vie pour les résidents qui, parfois, peut-être certains tournent en rond et attendent avec impatience cette activité. C'est-à-dire que là, c'est leur donner des repères spatio-temporels. Pareil pour la salle, hein. Là, on va venir juste après. C'est où
c'est quelque chose d'important. Ça peut être à l'extérieur de l'établissement, mais ça peut être à l'intérieur. Puis il y a des salles dédiées. Moi, je vous invite, dans la mesure du possible, de garder le même lieu que vous pouvez. Alors là, c'est génial. Investir, par exemple, décorer, disposer du matériel, ça, défendez-le. Défendez-le. Il n'y a pas assez d'espace éducatif dans les établissements. Avant, il y en avait beaucoup plus. Maintenant, il y a trop de bureaux par rapport aux espaces éducatifs, hein. Je veux dire, attention, l'administratif c'est bien, mais ce ne sont pas des locaux administratifs, c'est d'abord des locaux de lieux de vie pour les résidents et des lieux d'activité. Alors, et enfin, bah, que s'est-il passé? Bah, ça, c'est l'évaluation. On en parle dans le titre de ce cours. C'est vraiment. Et après, ok, on a fait tout ça, on a mis en place cette activité, ça s'est déroulé d'une façon ou d'une autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on en retient? Donc là, sa question d'évaluation, c'est qu'est-ce que vous en retirez en tant que professionnel? Et aussi les résidents, comment ils ont vécu ça et qu'est-ce qu'ils ont à dire de ça. Alors ça se travaille. Alors certains tout de suite pensent à des grilles, etc. C'est pas forcément toujours ça. Bien sûr, ça peut être un outil, mais c'est d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire. Une croix dans une case, c'est bien, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, ça sera difficile à situer. Des mots, une phrase, oui, ça va vous ramener à une réalité concrète. Vous voyez, on n'est pas là pour faire des grilles d'évaluation avec des courbes de progression. On est là pour penser. Et penser, ça passe par l'écriture. Alors, que se passera-t-il ensuite? Bah, c'est le suivi du projet et la suite, c'est-à-dire comment vous allez ensuite envisager la continuité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez pensé à un projet comme ça et qui s'est bien passé ou moins bien passé que prévu que vous devez continuer pareil. Justement, vous devez réfléchir à ce qu'on appelle l'analyse des écarts entre ce qui était prévu, ce qui s'est passé et pourquoi cette différence. Pourquoi ces différences et éventuellement quelle différence entre ce qui était prévu et ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est là où il y a une fonction d'analyse que vous devez avoir. On reviendra également là-dessus sur les 3 jours. Alors l'étape du constat, donc je vais revenir un petit peu à la base. Comme c'était indiqué, l'étape du constat par Joseph Roussel. Pour répondre à toutes ces questions, il est nécessaire d'établir un constat, hein. Le constat initial peut être réalisé suite à une demande, un désir ou un besoin. Au départ de tout projet, il y a donc la mise en évidence d'une situation sur laquelle on veut agir, ça c'est ce que je vous ai dit et répété. Si le professionnel passe outre le temps d'observation, l'action qu'il mènera risque de ne pas être la plus favorable à la prise en charge de la personne accueillie, mais plutôt la réalisation de ses propres désirs par l'intermédiaire de la personne accueillie. Et ben oui, c'est ce que je vous disais, c'est pas parce que vous aimez faire des gâteaux de tel type, voilà, que tout le monde va aimer. Une fois, j'avais une personne AES en formation qui voulait à tout prix faire un type de gâteau bien particulier parce qu'elle adorait faire ces gâteaux-là et c'était ses gâteaux préférés, c'est là où elle s'en sortait le mieux. Mais bon, et après, quand on m'a montré son activité et ce qu'elle avait mis en place avec les résidents, en fait, il devait reproduire exactement le type de gâteau qu'elle a l'habitude de faire. Mais quel intérêt? Quel intérêt? On n'est pas là pour copier un savoir de la professionnelle. Et quand je lui ai dit, mais les résidents, ce qu'ils en pensent, elle a dit, ouais, ils sont très... le principal, c'est que ça ressemble à ce que j'ai fait au départ ou ce que j'ai pensé. Mais je dis, c'est pas ça le travail. Je dis, le travail, c'est d'abord de partir des personnes. Et du coup, là, elle avait tout faux. C'est pas la réalisation de ses propres désirs. Elle avait l'impression de travailler. Elle pensait honnêtement que c'était la bonne direction, mais non, ça se produisait pas du tout, puisqu'elle dit, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du deuxième atelier, les résidents, ils partaient, ils quittaient la cuisine, ils s'intéressaient plus. Alors elle disait, quand même, ils sont durs avec moi qui ai ramené tant de matériel, etc. Eh bien non, ils exprimaient le fait que bah, ils se sentaient pas, au final, ils n'avaient pas leur place, tout simplement. Ce qui est embêtant quand même, hein. Voilà donc un exemple que je peux vous donner. Donc partez toujours des personnes et faites attention que ce ne soit pas vos propres désirs qui s'expriment. Alors, bah, le constat, c'est d'abord une phase d'observation. C'est le fondement un petit peu du travail éducatif, c'est l'écoute et l'observation.
Bruno Bettelheim dit: «L'observation minutieuse du comportement de l'individu va permettre à l'éducateur d'adapter le quotidien en fonction des besoins des usagers». C'est l'observation minutieuse, c'est parfois, alors on dit: «Mais les éducateurs, c'est bizarre, il est là, il bouge pas, il écoute», c'est ça, un geste éducatif. Mais vraiment, faut être là, c'est-à-dire qu'il faut pas être devant son portable, attendre, voilà, puis de temps en temps jeter un coup d'œil sur la résidence. Non, non. Non, non, ça veut dire une observation attentive, minutieuse, des comportements de la personne, et ça passe par le quotidien. Le quotidien doit vous permettre justement de vous donner des indicateurs, des pistes de travail pour les activités éducatives. Je veux dire, ça, c'est un travail, savoir se positionner comme ça en écoute et en observation et capter, vous voyez, apprendre de l'autre, hein. Ce que je vous ai dit, apprendre, c'est saisir. Saisir des choses de l'autre, ça passe par de l'observation. N'oubliez pas que vous avez autant à apprendre de l'autre que lui à apprendre de vous. Donc, faire ce travail d'observer l'autre attentivement, minutieusement, c'est pour vous apprendre le travail éducatif. Ne pas oublier ça. Alors, Michel Lemay nous dit: c'est à partir d'une relation significative, d'une écoute et d'une observation attentive de ce qui est fait qu'on peut apprécier les aptitudes et les limites d'un sujet afin de lui proposer un champ d'échange généralisant lui permettant de se développer. C'est exactement ce que je vous dis, hein. Là, bon, il rajoute l'écoute, c'est-à-dire que lui parle de relation significative. Moi, je mettrais un mot très important qui est celui de la présence à l'autre. Tout simplement, la présence à l'autre, c'est fondamental, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas s'occuper des gens à distance. Par exemple, là, ce que je fais à distance, c'est bon, on essaie, on fait un test, on voit si tout ça, ça peut avoir des effets sur votre formation, on en discutera par la suite, mais on ne peut pas gérer des gens, des activités par Zoom avec des personnes en difficulté, enfin j'imaginez travailler avec des... on peut pas, on est obligé d'être là, on est obligé d'être physiquement présent, d'engager son corps, son esprit, et ça coûte, ça coûte. Des fois on a mal à la tête, des fois on est fatigué, des fois il y a plein de choses qui viennent nous encombrer, et on doit être là en plus avec tous les problèmes de l'autre, du groupe, les cris, les odeurs, et ne pas oublier que l'éducateur c'est un être de sensorialité, c'est-à-dire une personne qui va vivre pleinement tout, hein. C'est-à-dire quand il y a du stress dans le groupe, vous le ressentez, quand il y a de la joie, quand il y a de la détente, vous allez le ressentir, et ça, le professionnel doit être très sensible à lui-même aussi, c'est-à-dire qu'il doit se considérer, et ça c'était l'humilité que vous évoquez au départ, comme une personne également fragile, voire vulnérable. Parfois on est vulnérable dans certaines situations. Le plus important c'est de se reconnaître vulnérable. C'est comme ça c'est le début du travail sur cette vulnérabilité. Voilà. Voilà, ça permet aussi de prendre du recul. Voilà. Alors, il s'agit de mesurer, de prendre en compte l'environnement, d'évaluer ce qui pourrait faire défaut au projet. Elle doit permettre d'inclure autant que possible les différents protagonistes qui seront de près ou de loin touchés par ce projet. Bien sûr, c'est l'équipe, c'est aussi les possibilités techniques, hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que d'abord, avant de s'inquiéter s'il y a un budget ou pas, partez d'abord des résidents. Et après, vous commencez juste après un peu à réfléchir ce qui est possible, mais là c'est en termes d'observation aussi, hein. C'est-à-dire faire un projet dans une équipe démotivée, c'est plus difficile. Faire un projet qui est déjà un petit peu développé par quelqu'un d'autre, c'est un autre enjeu. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça, un petit peu à ajuster, à réfléchir. C'est pas se lancer du but en blanc en disant j'ai la meilleure idée d'activité et voilà, je vais vous la proposer, c'est formidable. Non, non. Tout ça, c'est une démarche beaucoup plus complexe. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps. Alors, le constat permet d'identifier la nature d'un dysfonctionnement ou d'une difficulté, ce qu'on appelle un diagnostic, qui constitue un outil d'analyse d'une situation. Le projet va s'appuyer sur les opportunités retenues à la suite de l'ensemble de ces observations. Alors, vous voyez, quand vous allez chez le médecin, vous êtes malade, vous avez une gastro. Ok, vous arrivez devant lui et le médecin va pas vous, enfin, il va d'abord vous dire installez-vous. Et qu'est-ce qu'il va faire après?
Une fois que vous êtes sur la chaise, face à lui, ça commence toujours sur une chaise, hein, il vous met jamais tout de suite en examen clinique, il va d'abord vous écouter. Donc il va faire fonctionner son écoute et il va observer votre comportement. Est-ce que vous êtes fatigué? De quelle façon vous exprimez? Et si vous lui dites, par exemple, que vous avez mal au ventre, que vous avez des selles liquides, etc., il va dire ok, ok. Il va vous demander d'autres informations. Et après seulement, il va faire ses observations, c'est-à-dire qu'il va vous mettre sur la table d'auscultation, il va vérifier, il va toucher votre ventre, il va dire effectivement, et en plus vous avez de la fièvre, et en plus ça. Donc c'est les observations que vous lui donnez, les observations que lui, il fait, vont lui permettre d'établir un constat qui va le conduire à un diagnostic médical, c'est-à-dire il va vous dire officiellement que vous avez une gastro. Même si vous pensiez peut-être que c'est ça, ben lui va vous confirmer. Alors pourquoi? Parce qu'il vous écoute, il vous observe, et ensuite il vient confronter ça à ce que lui-même a observé. Ce constat est indispensable. Qu'est-ce qui se passe après? Il va vous donner un traitement. Le traitement, c'est un objectif de soin qu'il va falloir mettre en place. Eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire que pour une personne qui travaille avec qui œuvre avec des personnes en difficulté, c'est de bien repérer, en termes de constat, le traitement, excusez-moi du terme, mais si on peut comparer au médecin, le traitement éducatif qu'il faut donner. Vous voyez? C'est ça, c'est-à-dire, c'est comment on va aider la personne à aller mieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de diagnostic éducatif. C'est un terme qui est employé par exemple par les éducateurs spécialisés. Dans les projets éducatifs, on parle même de diagnostic socio-éducatif. Eh bien, vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est tout simplement mettre d'abord des observations et pas partir sur des solutions immédiates. D'abord prendre le temps nécessaire pour observer. Alors, le choix d'une activité, une fois que vous avez observé, vous êtes mis d'accord justement sur un traitement éducatif, une activité éducative, le choix de l'activité que vous allez mettre en place, ça se définit en fonction de 3 grands paramètres. Alors les 2 premiers vous seront imposés. Bon, c'est les personnes accueillies, donc c'est les profils, les histoires, les pathologies, les difficultés, les possibilités, c'est le qui qu'évoque Joseph Roussel. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous voyez, je commence volontairement et délibérément d'abord par les personnes. Ensuite, il y a le contexte institutionnel, donc le projet, l'équipe, l'organisation du travail, les contraintes. Vous voyez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça vient en second. Très important. D'abord, on part des personnes et ensuite, on part du contexte. Ensuite, le troisième point, il est entièrement de votre ressort à deviner un petit peu ce que c'est. Eh bien, c'est vous. C'est votre engagement, votre volonté, dynamisme, vos savoir-faire, expertise dans un domaine, envie de découverte, désir d'apprendre, de se former, de partager avec l'autre. Et ça peut, si vous avez les 2 premiers éléments, ok, mais si vous n'avez pas la volonté de mettre en place les choses, déjà, c'est mal parti. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, j'ai peu d'expertise, finalement, je fais peu d'activités. Eh bien, ça s'apprend, ça se développe. Et parfois, il ne faut pas des activités extraordinaires, mirobolantes, super complexes. Je sais pas, tout le monde sait à peu près faire un gâteau, tout le monde sait tenir un crayon et peut-être faire un atelier de dessin, et on vous demande pas d'être Picasso ni un artiste reconnu, un super dessinateur, on vous demande de mettre en mouvement les personnes. J'ai envie de dire, avec 3 feutres, on fait un super atelier d'art plastique, hein. Il suffit pas d'avoir un atelier rempli de matériel, de la peinture, etc. On part de ce qu'on a. Moi, vous me donnez des feuilles et des crayons, une table, je fais un atelier d'écriture. Vous me donnez une salle vide, je vous fais un atelier théâtre. C'est-à-dire que j'ai appris à m'adapter dans mes expériences professionnelles à faire des activités qui ne demandent pas d'argent, qui demande au final peu d'investissement matériel. Et pour moi, c'est la force, c'est-à-dire que
Je peux aller n'importe où, il y a toujours finalement des salles et des tables, bon, et du papier et des crayons. C'est-à-dire que partez aussi, si vous commencez à vous dire, moi je vais faire un film, il va me falloir 5000 € de matériel, etc., en vidéo, bah là vous vous mettez une balle dans le pied direct, hein. C'est-à-dire que bah, tout simplement, maintenant il y a des smartphones qui permettent de faire des vidéos, il y a des logiciels gratuits sur Internet, donc il y a d'autres solutions. On peut tout faire. Par exemple, un atelier photo, ça peut être des smartphones. Je vais en faire un prochainement avec des adolescents. On va utiliser leur smartphone. Ils ont tous un appareil photo. Alors bien sûr, ils publient sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais moi je vais l'utiliser comme un moyen d'expression. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est la définition des objectifs du projet. Alors, c'est important puisque à partir du moment où vous avez fait le constat, à partir du moment où vous avez fait un diagnostic, bah, il faut, comme je disais, mettre en place un traitement, une action éducative. Et il peut s'agir d'objectifs à court terme comme à moyen et long terme. Alors, les objectifs à long terme, on le verra, ce sont les objectifs généraux. C'est parfois des objectifs qu'on a du mal à évaluer, mais on va dans cette direction. Et les objectifs à court et moyen terme, c'est les objectifs plus concrets, donc on appelle opérationnels. Alors c'est l'occasion pour vous de vous questionner sur les effets de votre action auprès des personnes avec lesquelles vous intervenez. C'est-à-dire que ces objectifs vont être des leviers d'évaluation par la suite. Voilà. Alors, bien sûr, bah, il faut se documenter sur les personnes, etc., prendre en compte aussi des appuis théoriques. Moi, là, je vous en donne, par exemple, aujourd'hui, mais n'hésitez pas à ouvrir des livres. Je vous ai parlé de Joseph Roussel, ça se lit au final simplement, mais ne lisez pas de la page 1 à 300 si vous avez besoin d'en savoir plus sur la médiation éducative et vous ouvrez la partie sur le chapitre consacré, sur le projet, le chapitre qui est consacré, sur la relation éducative, les pages qui y sont consacrées, voilà, tout simplement. Donc aller, ce qu'on appelle faire un peu d'errance, voilà, c'est-à-dire aller errer un petit peu dans les livres. Le savoir, les mots ne vont pas vous brûler les yeux, voilà, ils vont vous éclairer justement. Et si une page ne vous parle pas ou un passage ne vous parle pas tout de suite, laissez tomber et vous reviendrez peut-être plus tard de suite. Et vous trouverez un autre endroit où, tiens, une phrase, tiens, celle-ci, elle me dit quelque chose, et bien accrochez-vous à ça et tirez le fil. Alors là, c'est des exemples d'objectifs que je vais vous proposer. C'est un petit exercice qui va vous permettre un petit peu de réfléchir, de travailler concrètement. Alors, ce sont des objectifs que j'ai trouvés sur Internet. C'est un atelier qui a été mis en place par une AMP, je crois, dans le cadre d'un EHPAD, activité qui se déroule, je crois, chaque semaine. Alors, j'ai repris que les objectifs, je vous les présente. Donc, c'est un atelier promenade en EHPAD avec des personnes vieillissantes. Et voilà, elle nous donne une série d'objectifs qui sont écrits. Voilà, il y en a quand même un paquet, il y en a 10 ou 11. Moi, ce que je vais vous demander, c'est là tout de suite après de mettre une pause. Vous allez figer cette image, d'accord, atelier promenade avec les personnes vieillissantes, et vous allez noter, ranger, organiser ces objectifs. Alors, de quelle façon? Je vous explique. Alors, il y a l'atelier promenade en EHPAD avec des personnes vieillissantes. Donc les objectifs sont classés en deux catégories. D'abord, les objectifs généraux, c'est pourquoi, donc ce qu'on appelle les finalités, d'accord? C'est très général, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément atteindre. C'est quelque chose vers lequel on tend, voilà. C'est un petit peu comme je dis toujours, vous prenez une direction, vous êtes en voiture, vous roulez vers l'horizon, vous savez que vous roulez vers cet horizon, par exemple le sud, voilà, parce que il y a du soleil, mais vous n'allez pas atteindre l'horizon définitif, je veux dire, du sud. C'est-à-dire que jamais vous allez le saisir, mais vous savez que vous roulez par là. Voilà. Donc c'est la bonne direction. L'objectif opérationnel, eh bien, c'est pourquoi faire concrètement, c'est-à-dire en quoi c'est utile et
Et là, c'est les objectifs les plus évaluables. En gros, c'est oui ou non, ça a fonctionné, ou c'est en cours d'acquisition, par exemple, en termes d'apprentissage. Et on reviendra un petit peu sur ça, mais moi je vous invite un petit peu à faire le point. Alors, j'ai précisé que vous pouvez en modifier certains, en ajouter éventuellement de nouveaux pour enrichir l'activité et supprimer ceux qui ne semblent pas convenir. D'accord? Alors peut-être pour vous aider, je ferai un petit fichier Word qui sera associé euh, euh, à, au mail, excusez-moi, que je vais vous envoyer. Alors là, on va arrêter là. Je vais vous demander de travailler, réfléchir, d'organiser les objectifs. Ensuite, bien sûr, dans une seconde vidéo, je vous donnerai les moyens de reprendre un petit peu tout ça. Et je vous proposerai, moi, un petit peu comment j'ai vu les choses par rapport à ça. Donc pour l'instant, je vous laisse bricoler. Donc vous êtes AES, avec des personnes vieillissantes en EHPAD. Vous faites une activité promenade, découverte de l'environnement, de la région, etc., une fois par semaine. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place comme action, comme je disais entre parenthèses, traitement éducatif pour ces personnes qui, globalement, le constat, c'est qu'elles ne bougent pas, c'est qu'elles sont assez statiques, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes, sur leurs souffrances, sur leur histoire. Qu'est-ce que vous faites à partir de ça? Voilà. Donc, réorganisez les objectifs, mettez 2 catégories, objectifs généraux, objectifs opérationnels. Vous pouvez en supprimer, vous pouvez en modifier. À vous de bricoler tout ça. Donc on se dit à tout à l'heure et on reprend donc avec un petit peu la solution que je vous propose, mais c'est n'est que mon approche, on en discutera après, peut-être vous aurez d'autres idées. Voilà, allez, bon courage et à tout de suite.